bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Négawatt Oui. et vous avez cofondé Isuba, Hum, cette société où nous sommes, pas très loin de Montpellier. Et j'aimerais d'abord que vous nous expliquiez quelle est la démarche Négawatt. Isuba, c'est une expression, c'est une concrétisation de hum. votre démarche. On est dans le cadre de la perspective des négociations climatiques, dans la transition énergétique. C'est quoi la démarche Négawatt? La démarche Négawatt, elle s'articule sur trois thèmes par rapport à l'énergie. Le premier, c'est celui de la sobriété énergétique. Après, celui de l'efficacité énergétique. Les deux relèvent de notre consommation. Et puis le troisième thème, c'est celui de l'utilisation des énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies de flux, celles qui arrivent à se reconstituer. Alors la sobriété, c'est plutôt, si vous voulez, avoir un peu d'intelligence dans l'usage de l'énergie. Donc réfléchir à la meilleure façon d'utiliser l'énergie, ne pas éclairer la nuit parce que c'est inutile, parce qu'il n'y a pas d'usage à ce moment-là. Et dès qu'on fait un petit peu d'intelligence comme ça, eh bien derrière on gagne, et souvent on gagne sans équipement, sans coût supplémentaire. Alors après l'efficacité, ça c'est plutôt l'intelligence de l'équipement. Avoir des équipements qui soient évidemment avec le meilleur rendement possible, qui soient adaptés, qui ne soient pas trop grands, etc. etc. Et là, on a beaucoup à gagner, à la fois dans l'équipement intérieur de ce qu'on utilise, mais il y a aussi toute la chaîne de production d'énergie. Et puis le troisième volet de la démarche Négawatt, c'est les renouvelables. Là, on n'est plus dans la consommation, mais on est dans la production d'énergie. Et l'idée derrière, eh bien, c'est d'utiliser ce bon vieux soleil, notre formidable réacteur nucléaire qui est situé à 150 millions de kilomètres et qui va nous... Donc là, on est assez tranquille par rapport au problème de risque, et en même temps qui va fournir une énergie de flux, ce qu'on appelle une énergie de flux, c'est-à-dire une énergie qui peut se reconstituer. Là aussi, il y a de l'intelligence dans la ressource énergétique. Voilà la démarche en quelques mots. Isuba est une société qui fabrique notamment des logiciels, qui accompagne des entreprises. Je crois que vous avez 2000, 4000, combien de clients? 3000 utilisateurs à peu près de nos Voilà. logiciels, oui. Et vous les accompagnez, ces entreprises, dans l'efficacité énergétique. Donc c'est un peu votre vitrine, Isuba. La société compte 14 personnes, 450 mètres carrés. On est, je vous dis, dans la banlieue de Montpellier. Expliquez-nous concrètement ce que vous avez mis en place ici. On est sur le toit, à côté vous avez 150 mètres carrés là, de panneaux photovoltaïques. Oui, alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, Isuba, effectivement, c'est une société qui est d'ailleurs une société coopérative, donc c'est aussi un projet collectif d'entreprise, et on avait besoin d'un siège et de bureaux qui reflètent aussi ce qu'on fait, parce qu'avant on était des cordonniers très très mal chaussés dans les bureaux qu'on a pu utiliser, et donc l'idée a été de concevoir un bâtiment qui va, qui va exactement être en cohérence avec la démarche dont je parlais tout à l'heure. Sobriété dans la conception, dans de l'intelligence dans les usages, dans la façon dont on va localiser les pièces, etc. De l'efficacité à tout niveau sur les équipements qui sont utilisés, de façon à minimiser l'énergie après qui est consommée, et puis des renouvelables au travers de trois productions d'énergie renouvelable, du photovoltaïque, donc de la production d'électricité qui est revendue au réseau, donc qui compense très très largement ce dont on a besoin. Ensuite, après, on va utiliser l'énergie du sol au travers de la géothermie. Et puis, pour finir, on a juste à côté de nous des capteurs solaires, mais qui sont uniquement pour les quelques besoins d'eau chaude qu'on peut avoir sur douche et point de lavage, etc., etc. Avec de plus une idée qui est aussi de réfléchir en matière de mobilité, de faire en sorte, si vous voulez, que le personnel qui est ici puisse trouver, par exemple, eh bien justement, s'il vient en vélo, une douche pour pouvoir, parce qu'on est quand même à Montpellier, il peut faire un peu chaud de temps en temps, donc pour pouvoir après se rafraîchir, etc. Enfin, faciliter, je crois que la mobilité douce passe aussi par la facilitation de l'usage.
Si c'est trop compliqué, eh bien quelque part, on aura tendance à prendre une voiture. Il faut offrir ces services-là. Parlez-nous des matériaux aussi. Alors, on a utilisé pour ce bâtiment au maximum ce qu'on appelle des matériaux biosourcés, c'est-à-dire des matériaux qui sont finalement issus du soleil et de la photosynthèse. Là aussi, c'est l'énergie solaire qui est finalement concentrée, stockée, à la fois pour l'ossature, qui est une ossature bois, à la fois pour l'ensemble de l'isolation extérieure, c'est de la paille, 40 cm de paille. L'ensemble des enduits sont des enduits en terre. À l'intérieur du bâtiment, il y a aussi un mur en terre lourd, massif, pour redonner de l'inertie, stabiliser un peu la température. La dalle sont des dalles qui n'utilisent pas le béton, qui sont en plâtre, anhydrite et qui aussi, pour ces questions d'économie d'énergie et de bonnes réponses thermiques. Donc on a évidemment étudié ce bâtiment pour arriver sur je pense, sur un bon compromis. Et ce qui me paraissait important pour nous, c'est de faire un bâtiment reproductible. C'est-à-dire pas uniquement une vitrine pour nous, un peu égoïstement, mais faire un bâtiment sur lequel on puisse se dire, eh bien, quand une collectivité, quand une entreprise a des besoins pour une vingtaine de personnes, ce qui est quand même extrêmement courant, une petite mairie, des bâtiments collectifs ou des bâtiments de bureaux, eh bien, voilà un modèle qui arrive finalement globalement à totalement compenser l'énergie. La production compense complètement l'énergie au niveau évidemment des besoins, mais aussi de l'énergie incorporée dans les matériaux pour la construction du bâtiment et aussi une grande partie des transports. D'accord, ça fait pas très longtemps que vous avez intégré les bureaux, vous êtes le premier retour d'expérience est satisfaisant. Alors, ça se passe bien, on va voir l'été. Pour nous, le grand point d'interrogation, si vous voulez, sera sur l'été, dans la région de Montpellier, changement climatique aidant, eh bien, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de grandes périodes très chaudes. C'est-à-dire, le problème n'est pas tellement d'avoir une journée ou deux qui soit très chaude. Là, on arrive assez bien à le traiter sur le plan du bâtiment. La grande difficulté, c'est quand on a des grandes séquences. La grande canicule qui a eu lieu en 2003, c'était 3 séquences de 3 semaines successives. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, là, ça devient extrêmement difficile parce que la terre chauffe, la nuit, on ne peut plus rafraîchir, etc. Alors, on a mis en œuvre plein de systèmes qui sont des systèmes de protection, qui sont des systèmes d'accumulation de chaleur pour éviter que ça monte trop vite, qui sont des systèmes de ventilation la nuit, la récupération de la fraîcheur du sol, et j'espère que ça va aller, mais c'est un problème pas facile. Thierry Salomon, une dernière question. On est ici sur un territoire du littoral. Oui. On dit que 80% de la population à l'horizon 2050 va vivre sur ce territoire. Est-ce que Fabrègues, ici, ce quartier de Fabrègues est destiné à devenir un éco-quartier? Essayez de nous projeter justement en 2020, 2030, 2050, à quoi pourrait ressembler dans un monde idéal cette région-là? Eh bien, à Negawatt, on a travaillé là-dessus, c'est-à-dire on a travaillé sur des scénarios qui peuvent être des scénarios sur l'ensemble des usages de l'énergie, pas uniquement l'électricité, mais tout ce qui est chaleur, tout ce qui est mobilité, pour voir comment faire et regarder aussi si, de façon quantitative, ça passe, parce que c'est entre l'utopie généreuse et puis la réalité, il faut définir une trajectoire pour pouvoir y arriver. Et effectivement, on a bien intégré dans notre scénario la possibilité, par exemple, pour des quartiers de minimiser leur énergie par d'abord un vrai travail énergétique dès le premier coup de crayon. Et c'est un peu mon métier, donc je peux vous assurer que quelques bonnes réunions avec des architectes et urbanistes, c'est des gains phénoménaux sur les 50 ou 100 ans qui vont suivre. Dans le dessin, dans les routes, dans la mobilité, dans la conception des bâtiments. Et puis après, derrière, une des grandes idées, c'est aussi de revenir un peu à la notion de village, en quelque sorte, sur lequel, mais de village relié à des communes-centres,
par des transports propres. Et dans le village, on va retrouver à la fois la possibilité de se loger, mais aussi les éléments de proximité, de commerce, de services, d'entreprise, etc. Il y a des notions qui commencent à apparaître, qui sont par exemple des notions de petits hôtels d'entreprise, où les gens pourraient venir travailler, retrouver un espace comme celui-ci, enfin des bureaux très très bien adaptés, à peut-être même plus basse consommation d'énergie que ce qu'ils peuvent faire chez eux avec un matériel peut-être moins performant, et puis retrouver aussi du lien social, parce que le travail à domicile, c'est aussi une perte de lien social. Donc voilà un petit peu les idées, et lorsqu'on commence à quantifier ça, c'est-à-dire à calculer un peu quels sont les gains en énergie, avec évidemment du copartage de véhicules, etc., eh bien le fameux facteur 4 ou 5, celui qui est lié à la diminution de nos émissions, eh bien on y arrive. On y arrive. Le scénario négawatt, c'est du facteur 7 global à peu près, 6 à 7, beaucoup plus en électricité. Finalement, c'est peut-être le plus facile l'électricité, contrairement à ce qu'on croit. Et on arrive, et c'est vers là où il faut tendre, de toute façon, par rapport, si on veut être dans une logique d'équité mondiale, par rapport aux émissions. C'est-à-dire si on veut être dans une logique où nous, Français, on ne va pas plus émettre que ce qu'il faudrait pour maintenir le climat dans des zones à peu près cohérentes. Et vous sentez que les acteurs, les élus locaux ont compris cet enjeu et sont prêts à s'engager dans cette démarche? Alors je crois que ça commence, c'est-à-dire que maintenant il y a de moins en moins de négationnistes du climat, on pourrait dire comme ça, ou alors ils reculent, ou alors ils ont de plus en plus de mal face à la réalité, à être toujours dans leur déni de ces problèmes climatiques. Et puis petit à petit, on a maintenant des grands acteurs qui commencent à se dire, là il y a peut-être une voie. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à comprendre que c'est aussi une voie économiquement gagnante sur l'emploi, sur l'économie, sur je dirais, puisqu'ils ont le mot croissance en permanence à la bouche, sur une véritable croissance intelligente, si vous voulez, qui est une croissance sélective. On ne va pas faire croître les bêtises et les emmerdements, si je peux m'exprimer comme ça, mais où on va faire croître au contraire ce qui permet après, derrière, aux générations qui suivent, parce que c'est bien l'horizon qu'il faut avoir, 2030, 2050 et au-delà. Les questions sont même encore plus difficiles après, d'avoir donc, de se remettre en quelque sorte dans la bonne direction d'une société beaucoup plus équilibrée par rapport à la nature. Merci Thierry. Voilà, merci.